Git et GitHub. Souvent, nous avons déjà entendu parler de ça. D'autres personnes, non. Nous permet de versionner notre projet. C'est un outil qui est développé spécialement pour gérer les versions de nos codes. Quand on parle de la gestion des versions des codes, il se peut que nous développons un site web ou une application web. Cette application ou ce site aura plusieurs versions et plusieurs fonctionnalités à l'intérieur. Et puis, un site internet ou une application web n'est pas nécessairement obligé d'être développé par une seule personne. On peut commencer notre projet seul, mais au fur et à mesure que le projet agrandit, nous aurons besoin de travailler avec d'autres personnes ou d'autres développeurs. Et pour faire toutes ces tâches, Git nous permet de les réaliser. Imaginons ou prenons l'exemple de Facebook. Facebook a plusieurs fonctionnalités à l'intérieur. On peut s'imaginer en 2013 comment est-ce que la version de Facebook était. 2014, 2015 jusqu'à aujourd'hui. Chaque étape ou chaque modification que vous voyez dans des grands sites, que ce soit petit ou grand, toutes ces modifications sont gérées, à moins que le travail ait été développé par les débutants. Mais pour gérer des projets professionnels et aussi travailler en équipe dans un seul projet, ça va nous demander de gérer les versions de nos codes. Et pour ce travail, les plus utilisés, c'est Git et GitHub. Git et GitHub, ça pose souvent confusion, vu les noms, c'est à peu près la même chose. Git, c'est un outil qui nous permet de gérer les versions de nos codes, l'historique et autres. On va parler comment est-ce que l'historique des codes, ça marche. Maintenant, GitHub nous permet d'héberger nos repos. Donc, on va voir qu'est-ce qu'une repository ici. Donc, GitHub nous permettra maintenant de gérer les codes, d'héberger nos codes. Parce qu'on va gérer des versions, oui. On gère des versions, c'est que non, ça c'est la première version. Dans cette partie ici, on a modifié la barre de navigation. Dans cette étape ici, on avait ajouté telle fonctionnalité. Maintenant, tous ces codes-là vont être hébergés dans GitHub. On peut voir le site de GitHub, comment est-ce que ça s'affiche. Donc, c'est github.com. C'est dans GitHub qu'on va maintenant gérer nos codes sources. Je peux chercher un projet ici, JavaScript course. On va voir tous nos codes, tous les codes que j'ai fait en local, je l'ai envoyé dans GitHub. On va voir comment est-ce qu'on va commencer à envoyer des codes ici. Qu'est-ce que Git nous permet réellement de faire? Toutes les fonctionnalités de Git. Mais quand même, on va voir les fonctionnalités de base qui vont nous permettre de travailler à un moment. Et pour au fur et à mesure qu'on va commencer à avancer, on verra quelles sont d'autres fonctionnalités qu'on va commencer à ajouter. Ce qui est à retenir pour le moment, Git nous permet de versionner notre projet. On peut commencer à travailler un projet. Tout d'abord, le projet est vide. Et puis, on s'est dit non, pour la première fonctionnalité, on doit mettre la barre de navigation en premier lieu. Quand on travaille cette barre de navigation-là, on doit gérer la version de cette partie. Pourquoi les gérer? Parce qu'il peut y arriver qu'on fait plusieurs modifications à la fois. Et il y a un moment où rien ne marche sur notre site. Imaginez que vous codez sans pourtant gérer votre version. Quand rien ne va marcher à ce moment-là, vous ne saurez plus dans quelle place le code a bugué. Mais quand on gère les versions, on va directement savoir, non, dans la dernière version, tout marchait bien. Donc, on peut revenir à la dernière version sans problème. C'est ça la fonctionnalité principale de GitHub, de Git plutôt.
Ça va nous permettre de gérer nos versions et puis ça va nous aider au cas où nous avons un problème. On va directement revenir à la version dernière. Et puis nos projets seront hébergés dans GitHub. Il y a plusieurs plateformes qui nous permettent de gérer nos codes. Il y a GitHub, il y a GitLab et puis Bitbucket. Bitbucket, c'est les trois qui sont les plus utilisés. Mais entre les deux, la plateforme la plus utilisée, c'est GitHub. L'autre fois, on avait déjà un projet qu'on avait créé. Notre projet, c'est ça. Maintenant, Git, premièrement, vous devez installer les logiciels pour travailler avec Git. Il y a un logiciel, quand vous faites Git download, vous devez premièrement télécharger ce logiciel. Parce que sans ça, vous n'allez pas travailler avec Git. Les logiciels là, pour macOS, pour Windows et pour Linux. Une fois que vous installez ce logiciel dans votre PC, vous devez maintenant passer dans les terminals. J'ai notre projet qui est là. Je peux agrandir encore. On avait commencé notre projet ici. Ce qu'on avait fait la dernière séance. Ces projets n'étaient pas encore versionnés. Je peux enlever cette partie. On a commencé les projets sans pourtant les versionner. Si j'avais commis une erreur et que je ne me souviens plus là où j'ai commis cette erreur, j'aurais plusieurs temps à passer pour vérifier où est-ce que l'erreur a été commise. Mais avec Git, j'ai directement la possibilité de savoir que non, j'ai ajouté tel fichier, j'ai modifié tel fichier. Et puis, au fil du temps qu'on avance, il y a des projets qu'on travaille en groupe. Maintenant, avec Git, on a la possibilité de savoir que telle partie des codes, c'est telle personne qui l'a fait, et puis il l'a fait tel jour à telle heure. Là, on a moins de problèmes pour comprendre qui a fait cette erreur ou qui a fait cette fonctionnalité. Quand vous avez Git installé dans votre machine, la toute première commande qu'on fait dans un projet, vous voyez ici que je suis déjà dans mon projet bureau, puis step 1 qui est mon dossier de ce projet. La toute première commande, on doit initialiser Git dans notre repo. Donc ça, c'est les repos en local. Une repository, c'est comme la grande version de votre projet. Donc c'est là où vous gérez maintenant votre projet. Quand on veut initialiser Git dans un projet, c'est-à-dire que nous voulons maintenant versionner ces projets. La première commande que nous allons apprendre, c'est git init. Là, on dit à Git que non, nous voulons initialiser dans ces projets. C'est-à-dire que nous voulons commencer à versionner maintenant notre projet. Quand on fait git init, là, on peut faire directement enter. Quand vous faites enter, vous verrez que déjà, enfin, ça par les astuces que vous voyez là, enfin, ça me dit dépôt git vide initialisé dans les dossiers par défaut que Git utilise, c'est .git. Ici, dans VS Code, ça ne se voit pas, mais on peut les voir là où il y a les fichiers. Quand je prends step, je peux chercher à afficher les fichiers cachés. Vous voyez que le dossier est là. Git va maintenant gérer notre projet ici, à travers ces dossiers .git. Il va savoir que non, telle modification a été faite tel jour, chez telle personne, et puis la raison même de la modification. Donc la première commande à maîtriser, c'est git init. Cela nous permet d'initialiser notre projet. Avec VS Code, vous allez voir même que les couleurs des fichiers vont changer.
ici vous voyez même style.css. Et puis, ce qui est encore mieux avec VS Code, il y a déjà un outil de guide qui est là, ressources de contrôle. Cela nous permet de voir quels fichiers ont été modifiés. Quand vous faites git init, quand vous avez déjà des fichiers à l'intérieur de votre projet, vous verrez ici, ça va nous montrer quels fichiers ont été modifiés. Quand c'est écrit i comme ça, les fichiers ne sont pas encore traqués. Là, ce sont des états d'un fichier. On va voir ça aussi au fur et à mesure qu'on va avancer. Pour initialiser notre projet, après avoir fait git init, on a une deuxième commande. Nous avons dit dans notre projet qu'on a initialisé Git. Oui. La raison de l'initialisation de ces Git dans notre projet, c'est gérer maintenant des versions. Quand on fait init, on initialise. La deuxième étape maintenant, nous devons ajouter les fichiers que nous voulons gérer la version. Par défaut, comme dans notre projet, on va gérer tous les fichiers qui sont là. Pour ajouter maintenant ces fichiers dans Git, on fait git add et puis point. J'ai fait enter. Dans le terminal ici, vous ne verrez rien. Mais si vous avez bien vu, ici c'était dans change, mais ça vient maintenant dans stage change. C'est-à-dire que nous avons ajouté les fichiers dans Git. Tout ça, on va commencer à voir. Mais le plus important, c'est comprendre d'abord les commandes que nous sommes en train de faire. On a fait d'abord git init pour initialiser notre projet. Et puis on a fait git add point pour ajouter tous les projets dans Git. Si on veut voir les statuts de notre projet ou de la version de notre projet, on fait git status. Là, vous allez voir s'il y a des fichiers qui sont ajoutés ou non. Quand je fais git status, ça me dit il y a un nouveau fichier CSS, style.css, nouveau fichier. Donc, j'ai ajouté 3 fichiers. Git add, il y a 3 nouveaux fichiers qui sont là. Là, premièrement, git init, c'est à retenir par tête. Deuxièmement, git add, point. Ça va ajouter tous les fichiers. Git status ici, c'est juste pour vérifier s'il y a des fichiers ajoutés qui sont encore. Mais ce que vous devez retenir d'abord, c'est git init et puis git add, point. Git add, c'est ajouter des fichiers dans Git. Maintenant, la partie la plus essentielle encore, c'est les points de commit. Nous avons ajouté des fichiers, oui. Maintenant, ces fichiers que nous avons ajoutés, nous devons dire la raison pour laquelle nous voulons gérer la version juste pour ces fichiers. C'est là qu'on dit maintenant des commits. Un commit, c'est un bloc de fichiers que nous avons ajouté dans Git pour signaler que non, tel fichier ou telle modification ont été faites pour telle raison. Comme ici, pour faire des commits avec Git, on fait git commit -m comme le message. On met les codes. J'ai dit par exemple tel fichier. Maintenant ici, on met les messages. Donc la raison de cette modification. La raison doit être directement compréhensible. Comme pour ce qu'on avait fait l'autre fois. Ces projets ici, c'est le projet qu'on a fait l'autre fois. Je peux dire setting nav bar. Ce qui était important dans notre dernière séance, c'était la barre de navigation qu'on avait fait pour notre projet. Puis, c'est en code, tous les doubles codes. Git commit-m comme message, setting navbar. C'est-à-dire que les 3 fichiers qui sont là, la fonctionnalité principale ou la raison de ces modifications, c'est la mise en place d'une barre de navigation. Faites Enter. Quand vous faites Enter, Git va créer ça comme commit. Donc, si je viens encore, je fais git status
Ça me dit rien à valider, la copie de travail est propre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fichier à ajouter. Tout est bon. Ça a déjà été committé. Tout ce qui est dans les projets a déjà été committé. Git init nous permet d'initialiser les projets. Git add nous permet d'ajouter des fichiers dans Git pour créer une version. Git commit, c'est là maintenant on veut dire que non, tel fichier que nous avons ajouté ou telle modification que nous avons fait, c'est pour telle raison. Git status, c'est pour vérifier les statuts de notre repo. Et puis, quand on fait git log, c'est pour vérifier les commits qu'on a déjà fait. Quand je fais git log, avec git log, si vous voyez que le message que j'avais écrit est là, l'auteur est là, mon nom, l'auteur est bien là, on va voir comment est-ce que vous devez vous enregistrer avec Git. Imaginez que nous avons un projet que plusieurs personnes ont fait. Quand on fera git log, on va voir toutes les personnes. On peut voir par exemple setting navbar que telle personne qui l'a fait. Envoie des messages, telle personne qui l'a fait, puis la date de son commit là. Donc Git va nous permettre à travailler en collaboration. Maintenant, Git va nous permettre à gérer cette version-là de nos projets. Par exemple, ici, nous avons mis juste setting navbar. On a fait setting navbar avec les commandes que nous avons déjà vues. 5 commandes. Git init, git add pour ajouter, git commit pour donner la raison de notre version ou des modifications, git status pour vérifier les statuts de notre projet, git log pour vérifier les commits. Là, c'est la première partie avec Git. Maintenant, pour utiliser GitHub, il faut d'abord créer un compte. Moi, j'ai déjà un compte, je me suis connecté. Pour créer un compte, c'est simple, comme tout autre site. Ce qui nous reste maintenant, c'est créer une repository. Une repository, on peut dire que c'est comme un folder qui va gérer maintenant notre projet. Comme un dossier qui va gérer notre projet dans Git. Vous pouvez venir ici, là où c'est écrit New. Je crée maintenant créer une nouvelle repository ici. Vous devez mettre le nom comme pour notre projet. Je vais mettre web agence. Je vais mettre web agence comme ça. Il y a deux types de repositories. Les repositories publics et les repositories privés. Les repositories, c'est là où votre code sera maintenant hébergé. Nous, on utilise GitHub. Quand une repository est publique, c'est-à-dire que tout le monde peut le voir. Par exemple, ici, je peux taper, je tape Laravel GitHub. Je vais voir la repository là de Laravel sur GitHub. Quand j'entre ici, vous voyez, je peux voir le code source de Laravel. Donc ça, c'est le code de Laravel qu'on utilise. C'est une repository publique. Si vous utilisez une repository privée, là, ça ne sera pas disponible ou visible chez d'autres personnes. On utilise une repository publique quand on a un projet open source que nous avons besoin que tout le monde puisse voir nos codes. On utilise une repository privée quand c'est un projet personnel ou un projet que vous faites pour un client ou autre. Là, vous n'avez pas besoin que d'autres personnes puissent les voir. Pour le moment, j'utilise public. Et puis, je viens ici, je clique sur Create Repository. On va créer notre premier repository. Après avoir créé notre premier repository, on doit maintenant relier notre repo local avec le repo ici qui est en ligne. Parce que ici, on a une repository qui est en local. Pour le moment, c'est juste de notre machine. Mais nous devons faire en sorte que ces repositories soient
disponible ou soit relié avec ces repositoires ici. Là maintenant, on dit qu'on doit ajouter une origine, une remote origine. Donc l'origine à distance. Où est-ce que nous voulons que notre projet soit géré? Nous, on utilise GitHub maintenant. On va signaler via le terminal que notre projet ici en local doit être géré par GitHub. Si vous créez une repository, GitHub va vous proposer des commandes à faire. Mais quand vous avez déjà créé une repository en local, ce que vous devez uniquement faire, c'est cette partie ici. Vous voyez, on push dans une repository existante déjà depuis la ligne de commande. On va maintenant signaler que non, notre repositoire en local est dans telle plateforme ou dans telle adresse. C'est cette commande ici qui va nous permettre de gérer cela. J'ai copié et puis on va coller et on va expliquer c'est quoi son rôle. Je viens, je clique. Vous voyez ici, Git remote. On dit que notre remote, on ajoute une origine. Donc on ajoute l'origine de notre remote. Cette adresse ici, c'est l'adresse maintenant de notre projet qui sera comme l'origine de notre repo ici. Au fur et à mesure, vous allez maîtriser ces petites lignes de code. Donc, quand vous créez une repository, ne prenez pas le premier qui est ici. Vous allez prendre le deuxième. Au fur et à mesure, vous allez avancer, oui, vous allez comprendre pourquoi on va mettre ça. Donc, ici, c'est-à-dire que nous voulons relier maintenant notre repo ici en local que nous avons créé à initialiser en Git avec la repository qui est en ligne. Parce que ça doit être les mêmes codes. C'est-à-dire, ce qui est en local ici, après avoir travaillé, nous allons l'envoyer dans GitHub. Parce que vous pouvez imaginer qu'après avoir terminé à coder, vous fermez votre ordinateur et puis demain, votre ordinateur ne s'allume plus, le disque dur est abîmé. Vous aurez perdu vos codes. Mais quand on travaille avec GitHub, je peux être ici à la maison, je travaille, j'ai fini, j'envoie mes données vers GitHub et puis je pars à une autre place sans mon ordinateur, mais j'utilise toujours le même code. Parce que je peux juste prendre le code qui est là en ligne, je recommence à travailler à partir de ce code-là. Donc, on va gérer nos projets comme ça. Vous prenez cette ligne de code qui est ici. On dit que nous voulons ajouter une origine, telle adresse, et puis vous faites Enter. Quand maintenant vous faites Enter comme ça, directement, Git comprend que notre projet a été synchronisé avec une repository qui est en ligne via cette adresse. Et puis la dernière commande qu'on va faire ici, on fait maintenant git push. Nous voulons maintenant prendre les modifications que nous avons fait en local, comme on a déjà ajouté une remote adresse pour notre projet qui est sur GitHub. Quand on fait maintenant push, c'est-à-dire que nous voulons pousser ces modifications dans GitHub. Quand je fais push, Git me dit que non, si vous voyez ces messages chez vous, c'est-à-dire que la branche que vous utilisez, quand on parle de branches, c'est-à-dire quoi? On a un projet. Un projet a plusieurs copies. Je peux prendre l'exemple, nous avons, si j'ai fait git branch pour une illustration, dans un projet, on a une copie qui est originale, qu'on ne touche pas. On va voir ça au fur et à mesure, on va avancer. Pour le moment, ça serait un peu compliqué si on vous parle de ça. Il y a une copie, imaginons que ce qui est au milieu ici, c'est la copie originale. On a une copie originale. Maintenant, chaque développeur va commencer à travailler avec une copie de l'original.
Donc, nous avons premièrement une copie originale qui est l'original du projet. Et puis, chaque développeur va travailler maintenant avec la copie de l'original. Parce que cet original-là ne doit pas être touché n'importe comment. Parce que c'est ça qui sera en production. C'est ça qui sera notre site qui est en ligne. Si on les touche n'importe comment, ça va nous compliquer quand il y aura des erreurs. Au début, ça serait un peu compliqué pour vous, mais nous allons les voir quand on va commencer à avancer. On suppose que nous avons un projet. Avec Git, on travaille le système de branches. Ce que vous devez retenir, on a une branche principale. C'est dans cette branche-là que notre code sera hébergé. Donc, pour le moment, la branche principale, vous voyez qu'on va utiliser master. Parfois, vous verrez aussi main, mais nous, on utilise plus master ici. C'est dans master qu'on va mettre notre projet. Vous n'allez pas le créer pour le moment. On voit d'abord comment est-ce qu'on fait, on pousse les projets locaux via Git et que ça puisse aller dans GitHub. Et une fois que vous faites Git push, quand c'est votre premier ou votre première commande de push, ça va vous demander de faire encore cette commande parce que GitHub ne reconnaît pas ce que vous voulez faire pour le moment. Cette commande nous permet maintenant de dire à GitHub que nous voulons pousser nos modifications chez vous, mais ça doit être dans cette branche que nous voulons, la branche master. Vous copiez ça et puis vous collez. Quand je fais Enter, vous allez voir toutes ces parties ici. Git va énumérer les objets et puis il va l'envoyer dans la branche que nous avons écrite ici, master. Donc, quand vous faites seulement Git push, ça va vous donner, pour la première fois, ça va vous donner cette commande à refaire. Vous copiez ça et puis vous allez les coller, vous faites Enter. Quand je reviens ici, je dois maintenant voir les fichiers que j'ai modifiés. Vous voyez que les fichiers que j'ai modifiés sont là. Même le dossier, tout doit aller dans Git. Tout sera ici dans GitHub. Les commits qu'on avait fait, vous les verrez ici. Donc, quand vous travaillez un projet à seul ou à plusieurs, la dernière modification ou les derniers commits, vous verrez déjà les titres des commits là. On sait que non. Le dernier commit était setting navbar. Ça a été committé il y a 13 minutes. Donc, maintenant, les commits, c'est déjà les versions ou les modifications qui ont été faites. On a d'abord fait un commit. On va ajouter un deuxième commit pour mieux comprendre ce qu'on a à faire. Je peux lancer Live Server. On va voir ce que ça nous affiche dans les navigateurs. Puis on va faire une modification et on va pusher. Nous avons notre site qui est là. Imaginons que je me suis dit, non, agence web, c'est un peu petit le titre. Je dois augmenter la taille. Je vérifie agence web, c'est navbar title. Je cherche ça dans le style. J'ai dit navbar title doit avoir la taille font size 25 pixels. Je vérifie si c'est bon comme je vais. Moi, je me dis comme ça, c'est bon. Comme on a un projet avec Git qu'on utilise, si je laisse ça comme ça, les autres développeurs ne vont pas voir. Ou moi-même, je n'aurai pas la version totale. Quand on finit à modifier comme ça, ce qu'on va maintenant faire, on ne fera plus Git init, on a déjà initialisé. On doit juste commencer à ajouter ces fichiers. Avec git add. J'ajoute maintenant les fichiers que j'ai modifiés. Maintenant, pour committer ces fichiers, pour sauvegarder cette modification, d'abord en local. Là, on fait git commit.
-m. Et puis, j'ai dit fixe comme message. Vous devez mettre le message qui est compréhensif pour savoir que cette modification a été faite pour telle raison. Ici, je vais écrire fixe, size, navbar, title. Donc ça, c'est le message de mon commit. C'est la raison de la modification que j'ai faite. J'ai fait Enter. Vous voyez que Git me dit un fichier changé, une infection please. Maintenant, si je reviens dans GitHub, si je reviens dans le code GitHub ici, ce n'est pas encore ici. On doit maintenant pusher pour que ça puisse être ici. Pour pusher, comme on a déjà cette branche, pour le moment, vous allez utiliser d'abord branche master. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va voir comment est-ce qu'on va intégrer d'autres branches. Parce que Git, il y a plusieurs notions. Mais au début, je ne peux pas vous donner toutes les notions directement. Ça va vous compliquer, puis ça ne sera pas trop propre. On va avancer petit à petit, voir quand est-ce qu'on va faire entrer d'autres notions. Quand on fait commit, là, on a déjà sauvegardé cette modification ici en local. Maintenant, nous devons faire push pour que ça puisse aller dans GitHub. Là, j'ai fait directement git push. Directement, cette modification sera dans Git. Je viens ici, j'actualise. Maintenant, une remarque ici, vous voyez que c'est seulement ici que ça a changé. Pourquoi c'est seulement ici que ça a changé? Git a vérifié, il a dit que non, c'est un seul fichier qui a été modifié. Donc, lui aussi, il prend en compte seulement ces fichiers. Vous voyez qu'ici, ça a été modifié il y a 1 minute. Ici, il y a 17 minutes. Donc, on gère la version de nos fichiers de cette façon. Si vous êtes dans Git, il y a une documentation, il y a un livre qui est là, il y a plusieurs pages. Livre ici, ProGit. Vous pouvez télécharger ce livre et puis voir ce qui est écrit. C'est un livre en anglais. Je vais aussi vous l'envoyer dans les groupes. Il y a plusieurs configurations à faire et autre chose à voir à l'intérieur. Donc là, on a envoyé notre projet sur GitHub. Une chose à retenir, quand on voit git config, il peut vous arriver que vous voulez faire des push. Si vous avez téléchargé ou vous utilisez Git pour la première fois, vous verrez, ça va vous demander de configurer votre projet. Il y a des configurations à faire. Parce que quand on fait des modifications avec Git, Git a besoin de savoir. Git a besoin de savoir quelle personne a modifié cette partie et quelle est son adresse mail. C'est ça que Git a besoin de savoir. Pour faire cela, il y a des commandes. Git config des global, c'est-à-dire que nous voulons configurer globalement Git dans notre machine, parce que ça, c'est dans la machine, ça reste dans la machine. Quand vous installez déjà le logiciel Git, c'est maintenant ces commandes que ça va vous demander. Et puis, vous allez ajouter votre nom et vous allez ajouter votre adresse mail. J'envoie ces deux commandes ici. Je vais l'envoyer dans les groupes. Donc, quand vous voulez faire des push, tout au début, si vous n'avez pas encore enregistré votre nom et votre adresse mail, Git va vous le demander. Et puis, ce qui est bon avec Git, ça vous suggère même des choses à faire. C'est juste qu'ici, là où c'est écrit John Doe, vous devez écrire le nom, votre nom. Ici, vous devez écrire votre adresse mail. Quand on revient ici, si j'ai fait git log, là c'est pour voir des commits. Git log, c'est pour voir des commits. Ça me dit qu'il y a des commits ici. Premier commit, c'était setting navbar. Et puis son auteur, c'est le nom là que vous allez mettre maintenant dans git config.
C'est là que les autres vont voir. Et puis, c'est l'adresse mail ici qui sera vue. Ici, c'est le deuxième commit que je viens de faire. Ça donne le nom et l'adresse mail. Ça donne l'heure, même le fuseau horaire. Donc, j'ai fait 2 commits ici. Avec GitHub, tout est bon. Maintenant, imaginons qu'on a un projet statique comme ce qu'on a fait avec HTML et CSS. Mais nous avons besoin maintenant de montrer à une personne ce que nous avons hébergé ici, comme notre petit travail. C'est-à-dire que nous devons déployer notre site, que ce soit en production. Quand on parle d'un site à production, c'est un site qui est disponible sur Internet. Ce que j'ai fait ici, moi, en local, je vois ça. Mais si je vous donne cette adresse, chez vous, ça ne s'affichera pas. Parce que c'est un serveur local. Nous devons maintenant déployer notre site, que ça puisse être visible chez tout le monde. Pour faire de manière simple, naturellement, quand on fera des projets, des grands projets, on loue un serveur et puis on prend des noms et domaines. Mais quand on a un projet simple, un projet statique, on peut directement mettre en ligne notre site ici ou notre petit projet à travers les serveurs de GitHub. Ça s'appelle GitHub Pages. GitHub Pages, quand vous cherchez ça, vous verrez que c'est un service d'hébergement. Cela nous permet de déployer notre site web. Comment est-ce qu'on va s'en prendre pour déployer notre site statique ici? Premièrement, quand vous êtes sur votre repository GitHub, vous devez aller dans Paramètres. Si c'est en français, vous devez aller dans Paramètres. Si c'est en anglais, vous allez venir dans Settings. On clique dans Settings. Vous allez chercher là où c'est écrit Pages. Quand vous cliquez là, maintenant, nous sommes dans GitHub Pages. C'est là qu'on va déployer maintenant notre projet. Principalement, nous avons vu qu'on va utiliser GitHub Page et puis nous avons une seule branche pour le moment. Prochainement, on va voir comment est-ce qu'on va ajouter des branches. Vous allez choisir la branche master. Donc, on dit à GitHub Page que le code qui se trouve dans cette branche, c'est ça que nous voulons que ça soit en ligne. Route ici, vous laissez, ça va se démarrer directement dans le fichier index.html. Donc, vous devez avoir un fichier index.html dans votre code qui est sur Git. Quand on écrit route comme ça, ça va se démarrer directement dans index.html. C'est déjà par défaut. Vous allez juste venir et puis sauvegarder. Quand vous sauvegardez, vous devez patienter 1 ou 2 minutes peut-être. Et puis le site sera en ligne. Quand je reviens ici, donc je vois que mes commits sont là. Si vous passez là où c'est écrit commits, c'est le nombre de commits, donc le nombre de modifications que vous avez apportées dans ces projets ou dans cette repository. Si vous travaillez à 3 ou à 4 développeurs, vous verrez le nombre de fois chaque développeur a modifié. Mais ici, ça va donner le nombre total. Pour le moment, nous avons des commits. Quand vous cliquez là, des commits, vous allez voir que non. Ici, le titre est là. Ici aussi, le titre est là. Quand vous cliquez sur le titre d'une modification, ça va vous montrer quel fichier a été modifié et puis quelle place. La dernière modification que nous venons de faire, on avait modifié juste la taille. Vous voyez que ça nous dit dans style.css. Et puis ce qui est signalé en vert ici, c'est là où c'est la ligne qui a été ajoutée. Au début, il y a plus. Quand vous allez voir que c'est moins, et puis en rouge, c'est quand c'est annulé ou c'est supprimé, la ligne supprimée. Quand on ajoute une ligne, c'est en vert. Quand on supprime, c'est en rouge. Le Git va signaler que non, cette ligne a été modifiée, puis ajoutée. Si par exemple on travaille à D, vous allez voir que Shadrach a ajouté cette ligne. On peut revenir là où il y a le code.
Et puis nous pouvons aller dans GitHub Page. Quand le site est déjà en ligne, vous verrez ici maintenant, ceci va s'ajouter. Votre site est en ligne. Donc c'est déjà en mode live. Et puis ça vous donne l'URL. Une fois que j'ai cliqué sur cette URL, directement, mon site est en ligne. Si j'envoie par exemple ce lien ici chez une personne, il peut directement voir ce que je suis en train de faire. Donc c'est ça c'est avec cette manière qu'on va commencer à travailler pour le reste de notre formation. Donc à chaque fois que vous allez modifier, vous devez créer le repository public. Quand vous avez un projet à travailler ou un TP ou autre, vous créez une repository public. Et puis, quand vous travaillez déjà, vous devez activer GitHub Page. Et puis à chaque fois, vous commencez à voir telle personne est déjà à tel niveau. Telle personne a déjà fait telle chose. Pour ça, ça va nous permettre de mieux avancer dès le début. Git a plusieurs commandes, oui, bien sûr, il y a plusieurs choses qu'on fait à la longue. Mais pour un début, on doit d'abord comprendre comment est-ce qu'on initialise un projet, comment est-ce qu'on va ajouter des fichiers pour telle version, comment est-ce qu'on va faire des commits, comment est-ce qu'on va faire des push et plein d'autres actions se feront plus tard. Pour le début, c'est juste ça que vous devez maîtriser. Le livre, vous allez le trouver dans leur site. Il y a aussi plein d'articles ou plein de vidéos sur YouTube qui parlent de Git. C'est une notion tellement importante pour un développeur. Vous n'allez pas vous en passer. Même si vous refusez de l'apprendre en ce temps, vous finirez toujours à l'apprendre parce que vous ne travaillerez jamais des projets seuls. Et puis, vous travaillez des projets où vous aurez besoin de les garder quelque part. Donc, c'est Git qui sera toujours comme intervenant. Quand vous allez dans votre profil, par exemple ici, quand je pars dans mon profil, avec Git, ça va te permettre de voir le nombre de fois que vous avez travaillé. Le point vert ici, c'est le nombre de jours où vous avez travaillé. À chaque point constitue un jour. Donc moi, déjà, je travaille avec Git. J'ai aussi des comptes avec GitLab. Au fur et à mesure, vous allez voir que ça dépend des projets. Pour le moment, vous devez travailler avec GitHub. Et puis, s'il y aura des projets où on va travailler avec GitLab, on verra toujours comment on va faire. Parce qu'il y aura un temps, on va avoir des projets et les travailler avec autres plateformes. Donc, toutes les parties où il y a des couleurs, ce sont des jours où j'ai fait des modifications et j'ai envoyé. Donc là, on a déjà fait des commits. Nous avons fait des commits. Imaginons que nous voulons maintenant enlever. Nous voulons enlever une partie. Je peux me dire non. On enlève padding. Padding ici qui est là. Je reviens. J'ai fait encore git add. Point. S'il vous plaît, monsieur Shadrach, comment est-ce qu'on peut supprimer cette page? Supprimer la page comme en local ou sur Git. Non, C'est non, GitHub. comment est-ce qu'on peut supprimer ça sur GitHub? À supposer que j'ai mis aussi la page et puis je voudrais supprimer ça. Donc, j'ai déjà amélioré, j'ai besoin de mettre une autre version. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que je peux supprimer l'ancienne version pour mettre la nouvelle version. Dans GitHub Page, qui est mais c'est fidèle. Oui? Vous voulez supprimer
ce qu'on a mis en ligne ou juste les modifications que vous avez fait en local et vous devez l'envoyer maintenant. Ou soit cette page, c'est GitHub page. What? D'abord, comment est-ce qu'on peut supprimer d'abord? Et puis, comment est-ce qu'on peut mettre des modifications? Tout se passe avec les commandes que nous devons vivre. Imaginons que, bon, j'ajoute d'abord un fichier. J'ajoute un fichier ici. J'ai dit test.html. Je mets la structure minimale de HTML et puis j'ai fait git add. Là, on ajoute un fichier. Je fais git commit -m. Je mets ma seconde page. Ma seconde page, je commit ça, puis j'ai fait git push. Ce fichier ici est parti. Quand je reviens là où il est mon code, on va voir ces fichiers. Les fichiers là. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour supprimer ces fichiers ici dans GitHub? C'est plus simple. Dans votre code, vous supprimez seulement les fichiers. Vous supprimez les fichiers et puis vous faites git add.git commit message. J'ai dit remove test.html comme message. Et puis j'ai fait git push. Quand je fais git push, je viens, j'actualise. Vous verrez que le fichier est supprimé. Donc, toutes les modifications vont se faire en local. Quand vous voulez modifier, vous modifiez. Quand vous voulez ajouter un fichier, vous ajoutez. Quand vous voulez supprimer un fichier, vous supprimez, vous faites toujours push. Git ici, ce sera juste ce que vous envoyez, c'est ce qui sera ici. Quand c'est supprimé, ça veut dire que tel fichier a été supprimé. J'espère que c'est ça que vous avez voulu comprendre. Oui, ça va, j'ai compris. Donc, je comprends qu'il faut faire toutes les modifications en local. S'il faut supprimer la page, on la supprime et puis on actualise et puis ça sera supprimé en ligne. D'accord. Oui, c'est ça. Donc, c'est dans cette partie qu'on va beaucoup plus travailler à la longue. Maintenant, on avait parlé aussi dans le groupe, je vous avais dit qu'on va voir aussi les formulaires avec HTML. Ça va nous permettre de faire les derniers commits sur les formulaires. Pour les formulaires, tout au début, on va apprendre quelques balises. Principalement, la balise forme. C'est ça la balise qui va gérer les formulaires. La balise forme, il a un attribut, et cette balise a un attribut action. L'attribut action ici, on le verra plus tard. Qu'est-ce que ça fait? Mais pour le moment, ce n'est pas encore important. Ce que vous devez retenir. Pour utiliser des formulaires, on a d'abord utilisé la balise forme. Après la balise forme, il y a une balise qui a plusieurs utilités. C'est la balise input. Quand je prends la balise input, je me limite comme ça. Je vois ce que ça m'affiche dans le navigateur. Vous voyez que il y a un champ de texte qui est là. Donc la balise input ici, c'est une balise orpheline. C'est ça maintenant qui nous permet à faire toutes choses qui se voient dans un formulaire. Dans type, la balise input a plusieurs types. Donc quand on fait des formulaires ici et puis on va pusher ça, ça sera notre dernier commit pour aujourd'hui. Input a plusieurs types. Nous avons principalement type texte, où on peut entrer des textes à l'intérieur. Quand vous faites input, VS Code va vous proposer, je peux dire type comme date.
Quand je viens ici, j'actualise. Vous voyez que c'est maintenant le type d'input avec type date. Là, c'est pour choisir les dates. Il y a input type button, c'est pour bouton. Vous voyez qu'il y a bouton. Maintenant, quand vous utilisez type bouton ici, on suppose avoir une valeur. Je peux dire envoyer. Là, le bouton aura la valeur envoyer. Vous voyez, c'est un bouton. Il y a les inputs pour les numéros de téléphone avec type tel pour les numéros de téléphone. Là, on ne peut pas faire on peut taper tout ce qu'on veut ici, mais vous verrez dans d'autres. Quand il y a tel comme ça vous demandera uniquement d'entrer soit des chiffres, soit des signes. Input, checkbox. Les checkbox, j'espère que vous le savez, c'est les cases à cocher. Ça qui est là, checkbox. Il y a input type radio. Donc, ce qu'on fait ici, quand je vais pusher ça sur GitHub, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez cloner. Donc, pour prendre un projet ou une repository qui est déjà sur GitHub, on appelle cette action clone. Vous allez maintenant cloner ces projets-là chez vous et puis vous pouvez voir tout ce qu'on a fait. Type radio, c'est ça ici. La différence entre les deux est que on peut avoir plusieurs choix pour le checkbox, mais pour les radios, on n'a qu'un seul choix. On verra dans la prochaine étape. Nous avons input type color, on peut choisir des couleurs. Ça ici, je peux cliquer ici pour choisir les couleurs. Il y a plusieurs types. Je peux dire input type mail, email, on va se limiter ici. Là, c'est pour les adresses mail. Quand on va voir comment est-ce qu'on va faire des validations avec les inputs ici, on verra comment est-ce que quand quelqu'un n'a pas fait entrer, vous voyez qu'ici ça me dit déjà, veuillez inclure arrobase dans l'adresse mail parce que le type c'est déjà adresse mail. Lui-même il comprend que cet input ici c'est pour une adresse mail. Là, pour les inputs, je vous enverrai aussi un document où on parle de toutes les balises sur les inputs. Avec CSS, on verra aussi comment est-ce qu'on va maintenant faire en sorte que ça puisse être en forme. Parce que comme ça, c'est toujours brut. Avec CSS, on verra comment est-ce qu'on fera en sorte que ça puisse avoir du style. Donc, quand je reviens ici sur GitHub, je peux faire maintenant les derniers commits pour cette partie ici des formulaires. Git add point. J'ajoute tous les fichiers ou toutes les modifications. Git commit-m, je peux dire input, je mets seulement input, et puis j'ai fait git push. Quand je push comme ça, j'actualise, vous verrez que les derniers commits est là. Pour faire les clones, imaginez que vous voulez maintenant copier ou vous voulez avoir les codes ici chez vous. Vous pouvez soit télécharger les zip, mais je ne vous recommande pas ça. Je vais vous montrer une méthode pour cloner un projet sur GitHub. Vous venez ici, quand vous allez dans là où c'est écrit code, vous copiez les liens ici. Vous verrez bien vérifier que c'est dans HTTPS. Vous copiez et puis vous allez ouvrir votre terminal, même CMD, c'est Windows. Quand vous avez déjà installé Git, vous faites Git
clone. Git clone. Et puis, vous collez l'adresse. Quand vous collez l'adresse, vous faites Enter. Ça va cloner les projets. Donc, quand je reviens ici, j'ai cloné ça dans le dossier personnel. Je vais chercher maintenant le nom de ces clones-là. Web Agence. C'est ça ici. Donc, vous verrez tout ce qu'on a fait là-bas. Vous verrez ça ici. Donc, une fois que je vous envoie ça dans le chat. Une fois que vous cliquez sur ces liens-là, vous allez vous retrouver dans cette partie. Vous venez dans Code, vous copiez l'URL ici, et puis vous allez faire Git clone, vous allez cloner cette partie. Comme je vous ai dit au début, GitHub et Git, dans la documentation ici de Git, je crois qu'il y a une place pour télécharger. Pour Git Pro, c'est ça ici. Vous pouvez le télécharger en PDF. C'est 18 mégas. La documentation ici est aussi en anglais. La plupart des documentations que vous allez voir, c'est toujours en anglais. Donc, il y a plusieurs commandes à l'intérieur. Ça vous sera un peu compliqué au début. Je crois que j'ai déjà un livre ici de Git. Je peux chercher, ouvrir, voir ce qui est à l'intérieur. Donc, il y a plusieurs commandes dans Git. Si vous apprenez les tout au début, ça sera compliqué parce qu'il y aura un temps où on verra comment est-ce qu'on peut gérer des conflits. Quand on parle de la gestion des conflits, il faut d'abord le livre ici. Pro Git est là. Quand on parle de gestion des conflits avec Git, c'est quoi? Imaginons que notre projet qui est là, moi je suis venu, j'ai modifié Agence Web en mettant Agence Web 1. Et puis vous, dans votre projet, vous modifiez la même chose, vous mettez Agence Web 2. Git ne va plus comprendre qu'est-ce que vous voulez faire en réalité. Ça va créer un conflit. Maintenant, on va voir plus tard comment est-ce qu'on peut gérer ces genres de conflits. Parce qu'une personne peut modifier une partie que vous avez déjà modifiée. Donc, Git va un peu demander quelle version ou quelle partie ou quelle modification que vous voulez retenir entre les deux. Donc, le livre est là, c'est 519 pages. Donc, vous devez essayer un peu de comprendre ce qui sera au début, parce qu'il y a plusieurs explications là. Avec des schémas, vous allez comprendre que non, ça c'est telle version, comment est-ce qu'on gère des versions. Et puis à chaque fois, on va commencer à avancer, à ajouter des nouvelles notions dans ce que nous sommes en train de faire. Donc pour le moment, on avait commencé avec HTML, on a vu une partie en HTML, on a vu une partie en CSS, et puis nous sommes passés dans Git. Pourquoi j'ai opté cette option? On pouvait voir les HTML au complet, et puis les CSS en majorité, mais pour finir avec Git. J'ai voulu qu'on débute un peu en HTML, qu'on comprenne un peu les CSS, et puis qu'on passe à Git pour qu'on puisse maintenant travailler le projet, puis l'envoyer dans GitHub. Et dans les séances qui nous restent ici, on va voir certaines notions en HTML, puis finir certaines notions de base en CSS, et on va finir notre première partie et faire notre projet. Je crois que vous avez cette image que j'avais envoyée dans les groupes. Vous devez refaire toujours cette partie-ci pour voir, on va voir quelle autre modification on va faire. Parce que ça doit être un truc un peu complet jusqu'en bas. La séance prochaine, les mercredis, nous allons continuer avec les HTML puis faire encore du style. Les vendredis, encore la même chose. Et puis nous allons finir cette modification ici ou ce site ici
on aura une séance supplémentaire le dimanche. Cette séance-là, ça sera uniquement pour nous permettre à comprendre comment est-ce qu'on peut faire du responsive. Quand on parle du responsive design, nous développons ce site ici en format ordinateur, oui. Mais imaginons que ceux qui vont utiliser les mobiles. Pour voir la version mobile, quand vous venez ici, là où il y a 3 points, puis d'outils, outils de développement. Vous cliquez là où il y a un signe ici de téléphone, où vous pouvez faire CTRL-SHIFT-M. Je clique là, ça me propose des téléphones. Je mets d'abord 100%. Ça me propose des modèles de téléphone. Je peux choisir Samsung Galaxy 8. Vous mettez toujours 100% pour voir. Vous voyez que notre navbar a directement changé. Les backgrounds se limitent ici et d'autres choses ne sont pas trop correctes. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut faire du responsive design. Si je me reconnecte ici dans mon site, vous verrez que la version ordinateur est différente de la version du téléphone. Dans la version ordinateur, vous voyez que ça s'affiche comme ça. La barre de navigation est là avec des menus. Mais quand j'essaie d'aller dans la version mobile, vous voyez qu'il n'y a plus de menu. Il y a maintenant un bouton qui me permet de voir les menus. Donc tout ça, on va voir ça. Mais le mercredi, on va continuer avec HTML et CSS. Les vendredis encore, on va continuer avec HTML et CSS. On finit ce site ici. Tout ce qu'on peut ajouter, on va ajouter. Maintenant, la séance supplémentaire du dimanche, c'est ça qui va nous permettre de mettre fin à la partie HTML, CSS et Git. Les dimanches, là, ça sera juste comme on aura fini déjà ce site ici, version PC. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut faire du responsive design pour que ce site soit adapté d'abord au mobile, au téléphone. Et puis, on verra aussi si on peut l'adapter aux tablettes. Parce qu'il y a plusieurs catégories d'écran. On a pour les téléphones, on a pour les tablettes, on a pour les ordinateurs 13 pouces, 15 pouces. On a aussi des pouces qui ont un peu très élevé. Imaginez que quelqu'un se connecte via votre site, mais il a connecté son PC à un moniteur de 27 pouces. Ça ne sera plus affiché comme cette manière ici. Tout ça, on va finir ça du dimanche. Donc, cette technique que j'amène, cette formation, c'est pour vous permettre à mieux comprendre et à mieux assimiler chaque leçon. Au lieu de prendre les tours et que ça puisse vous compliquer, vu que moi, j'aurai en tête qu'on a déjà fini Git, on a déjà fini telle chose. Mais vous, comme ça sera beaucoup, et certains d'entre nous sont encore des débutants, ça peut les compliquer. Maintenant, avec cette manière, on a quelques temps, on a 1h30 de travail, et puis, vous devez refaire ce qu'on a fait. C'est là que ça va vous permettre de mieux assimiler ce qu'on apprend et pour commencer à avancer. Les dimanches, quand on aura fini la partie HTML, CSS et Git, on va maintenant attaquer JavaScript. JavaScript maintenant va nous permettre de faire les interactions de nos sites web. Comme ici, vous voyez que le bouton est là. Mais pour qu'on clique et que les menus s'affichent, donc ce toggle ici, c'est JavaScript qui les gère. On verra tout ce qu'on peut faire avec JavaScript. Quand on va finir JavaScript, on va maintenant retourner avec un framework Bootstrap qui va nous permettre de faciliter maintenant nos conceptions d'interface. Donc tout ça, on va avancer. C'est que pendant les 4 mois, à la fin, tout le monde sera capable de concevoir un site internet de A à Z, de concevoir une application web avec des technologies actuelles, des technologies modernes. Donc, je crois pour aujourd'hui, s'il y a des questions, vous pouvez déjà poser, parce que là, c'est les derniers commits que nous avons fait pour le moment. Au cas où vous aurez des complications quand vous allez travailler en solo, vous pouvez m'écrire dans les groupes ou en privé, je vais toujours vous répondre. Si vous avez des questions pour aujourd'hui, vous pouvez les poser maintenant.